Allez go, et ben on est parti. Tic tac tic tac, je lance la petite bombe. Euh, Toi tu vas me faire chier. Ok, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. J'espère que ça va, que vous supportez cette lente descente au fin fond de la truffade et que vous êtes encore debout, j'espère. C'est pas le meilleur créneau, on va se l'avouer, mais bon, on va essayer de faire un truc suffisamment dynamique pour que personne ne plonge trop du nez et ne s'endorme trop. C'est la dernière ligne droite et j'espère que vous vous amusez bien. On va parler pendant les 40-45 minutes qui vont nous occuper là de SSE. Alors on va démystifier le truc tout de suite. SSE, c'est un acronyme qui signifie Server Sent Events. C'est une techno qui est disponible dans vos clients web à peu près partout. L'idée c'est d'essayer de démystifier un peu ce truc-là, d'en parler, parce qu'on n'en parle pas assez à mon goût, et puis de vous montrer un peu ce qu'on peut imaginer et faire avec. Si vous avez assisté au talk sur Quarkus hier de Julien, il a prononcé ça à un moment, il a parlé de SSE, de Server Sent Events. J'ai eu très peur qu'il spoil la quasi-totalité de ce talk, mais ça va, ça n'a pas été le cas. Mais donc voilà, en gros, c'est une techno qui va permettre de pousser des choses. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que globalement, je suis vieux, comme pas mal de gens finalement dans notre écosystème, de plus en plus. Mes premières pages web datent de 95, donc ça commence à remonter à il y a suffisamment longtemps pour que j'ai pu voir arriver plein de technos et j'ai pu voir débarquer plein de technos et plein de choses. En gros, je traîne mes pattes dans le web depuis fort longtemps maintenant. Ça fait aussi pas mal d'années que je fais des talks. Et j'ai parlé de plein de trucs et plein de sujets différents, mais il y a une règle d'or que j'ai comprise très vite quand j'ai commencé à faire des talks, c'est de choses en live, jamais tu ne feras. C'est la garantie que ça va se planter. C'est sûr. Et j'ai vu trop de gens se démerder à se dépatouiller d'un live coding qui marche pas parce que j'ai oublié une virgule, parce que ceci, parce que cela. Et c'est triste. Donc très vite, je me suis dit, ok, pas rien en live, jamais. Des trucs préenregistrés, comme ça on est sûr, la démo elle plante pas, etc., etc. Fort de cette règle d'or, ce talk va donc intégrer du live. Et puisque la maison ne recule devant aucun sacrifice, ça va être du live, mais ça va être du live dans vos devices. Comme ça, les chances que ça se plante, c'est x 10 000. Et on tente le coup. Alors voilà, il y a un petit QR code que vous pouvez scanner avec vos mobiles si vous voulez. C'est pas indispensable pour suivre la conf, mais ça va vous aider un peu. Vous devriez voir une interface comme celle que j'ai affichée à gauche, parce que comme ça, si ça marche pas, j'ai quand même un truc qui, j'espère, ne va pas trop se planter, et qui vous permettra de voir du truc en live. Donc là, on voit qu'il y a des gens qui sont en train de se connecter, ça arrive. Donc là, on est à, je sais pas, j'ai jamais fait de test de charge, donc je sais pas à quel moment ça se casse la gueule. Mais bon, pour le moment, voilà, on a une cinquantaine de personnes qui arrivent et ça continue. Vous êtes nombreux ce soir. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, concrètement, vous allez avoir cette petite interface dans votre téléphone. Vous n'êtes pas obligé de la regarder tout le temps. Mais de temps en temps, ça va se mettre à jour et vous verrez, ça se met à jour là, ça se mettra à jour sur vos devices. Bref, ça vous permet de suivre un peu ce qui se passe. Concrètement, comment ça se passe quand vous faites une requête HTTP en temps normal? En temps normal, votre client contacte un serveur et quand il contacte le serveur, il dit tiens, j'aurais besoin de cette ressource. Je simplifie pour les puristes de HTTP. Tiens, j'aurais besoin de cette ressource. Le serveur, il commence par dire ok, t'es qui, bonjour, salut, on se serre la main, voilà, tiens, voilà ce que tu m'as demandé, je te le renvoie. Puis après, votre client, il va dire hey, j'ai aussi besoin de ce script.js ou j'ai aussi besoin de cette image. Et le serveur, il dit salut, bonjour, t'es qui, on se serre la main. Tiens, voilà. Il n'y a pas de persistance, il n'y a pas de lien qui se fait de connexion, et donc à chaque fois, c'est une renégociation. Donc à chaque fois que votre client va demander une nouvelle ressource, va y avoir une réauthentification qui se fait, un nouvel échange avec le serveur, bref, c'est one shot. Le principe de SSE, c'est qu'on va faire du streaming. Donc on va streamer de la data. En gros, votre client, il va contacter le serveur en disant là, ce que je veux, c'est un flux continu et c'est pas juste une ressource avec une taille attendue, avec un format attendu, etc. Et donc le serveur va lui dire ok, voilà un stream et voilà de la data. Et voilà de la data, et voilà de la data, et voilà, jusqu'à ce que le client lui dise ok, c'est bon, rentre chez toi. Et donc comme ça, on va pouvoir pousser des choses. Et on va pouvoir pousser des choses directement de votre serveur au client sans que le client n'ait besoin de renégocier quoi que ce soit. Il attend, et il reçoit des choses. Alors vous allez me dire, ouais, ok, mais on a WebSocket, pourquoi est-ce que je ne ferais pas du WebSocket? Eh bien ça dépend.
si vous avez besoin d'un truc qui soit juste du HTTP, parce que WebSocket, c'est pas du HTTP. C'est un protocole qui s'inspire de HTTP, qui en exploite une certaine partie, mais qui n'est pas le protocole HTTP en direct. Donc si vous avez besoin de rester simple et d'avoir juste un format d'un protocole standard, connu, maîtrisé, HTTP, depuis le 1.1, donc ça remonte à il y a très 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 longtemps, vous pouvez directement taper sur SSE. Si vous avez besoin d'un retry qui soit un retry automatique, donc qui fasse en sorte que si vous perdez la connexion, ça se rétablisse et tout, SSE, c'est built-in. WebSocket, c'est à vous de vous démerder. Si vous avez besoin d'envoyer des payloads un peu complexes et sans trop vous faire chier à gérer du binaire ou du int iterate ou des choses comme ça, eh ben, pas de souci, c'est built-in. Si vous avez besoin d'un support multiplex dans HTTP2, eh ben, c'est inclus parce que c'est du HTTP. Ce qui n'est pas le cas de WebSocket, mais parce que WebSocket c'est carrément un protocole parallèle, donc on ne fait même pas de multiplexing, on envoie différents streams en même temps. Si vous avez besoin de support CORS qui soit full compatible, WebSocket n'est pas full compatible CORS, en partie. Et surtout, si vous avez juste besoin de pousser de la donnée. Et en fait, c'est ça le point crucial de Server Sent Events. C'est que ça envoie de l'info, mais c'est unidirectionnel. WebSocket, vous êtes en bidirectionnel. Vous ouvrez un client, vous ouvrez un serveur, les deux se causent, et vous pouvez pousser de l'info en temps réel depuis le client, ou depuis le serveur, pousser de l'info en temps réel vers le client. Et les deux dialoguent dans le même flux et dans le même canal de communication. Mais souvent, en tout cas parfois, vous n'avez pas forcément besoin de cette bidirectionnalité. Vous avez juste besoin de consommer des infos qui redescendent du serveur. Et dans ces cas-là, déployer WebSocket, c'est overkill. Enfin, je veux dire, on a des chars d'assaut si vous pouvez l'utiliser, mais c'est pas ça l'enjeu du truc, quoi. Et donc, pour avoir travaillé chez un cloud provider pendant longtemps, et pour avoir notamment, dans le cadre de ces missions-là, fait du support de niveau 2, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui se disent bon, WebSocket maintenant c'est facile, enfin, je veux dire, c'est dans les frameworks, c'est inclus ça, et le nombre de tickets de support qu'on peut se taper qui disent WebSocket ça marche pas. Eh ben non, ça marche pas, parce qu'en fait c'est pas si simple que ça, parce que si vous avez du proxy entre votre client et votre serveur, ça va pouvoir interrompre du flux, et ça va être compliqué. Bref, c'est pas du HTTP, et si vous voulez juste pousser des infos, et que vous n'avez pas besoin de cette bidirectionnalité encore une fois, vous avez d'autres solutions pour ça. Alors comment ça marche? Eh ben, en gros, il y a un format, ça exploite un format qui s'appelle le format EventStream, qui est ultra simple, c'est du texte. Et il vient avec 3 mots-clés et un caractère code. Et 2 si je pousse le truc un peu loin. En gros, si votre flux de texte commence par 2 points, c'est du commentaire. Ça sera ignoré, c'est le premier caractère code. Ça sera ignoré côté client, vous n'aurez rien à faire, rien à consommer. Quand vous voulez pousser un nouvel événement, deuxième caractère code, vous faites une ligne vide. Franchement, il n'y a pas plus simple pour séparer des événements. Vous mettez 2 retours chariots, pouf, c'est un nouvel événement côté client et vous n'avez rien de plus à gérer. C'est un autre format de texte. Et ensuite, 3 mots-clés, data. Vous envoyez un flux de données qui par défaut est du texte, mais on va pouvoir voir qu'on peut pousser plein de choses là-dedans. Vous pouvez aussi les compiler, vous pouvez avoir plusieurs éléments data les uns sous les autres, et ça sera concaténé en un seul gros payload côté client, donc c'est très pratique quand vous avez besoin de faire de la césure ou de la lecture, ou de faire de la construction de flux au fur et à mesure de ce que vous êtes en train de renvoyer comme type de données. Mais comme vous pouvez pousser de la data, vous pouvez pousser du JSON, c'est pas très compliqué, il suffit de pousser un JSON stringifié et puis de faire un JSON parse côté client, et puis vous réexploitez un objet JSON directement dans votre client. Donc vous pouvez pousser des payloads complexes, et c'est ce que je vous invite à faire. Vous pouvez aussi nommer vos événements avec un mot-clé qui s'appelle event. Donc si vous nommez l'événement, vous faites des bus de messages séparés. Donc vous avez un seul canal et vous poussez plusieurs événements à l'intérieur et en fonction du nom, ça fait des bus de messages différents. Et ça va être très pratique dans certains cas. Et si vraiment vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez utiliser un mot-clé ID. Et ce mot-clé ID vous permet de spécifier un identifiant unique qui fait que si jamais la connexion tombe, le client va savoir où reprendre dans le flux qu'il va récupérer en retour. Donc ça vous permet d'avoir des marqueurs et d'identifier les différents événements qui se produisent. Et c'est tout. Il n'y a pas plus compliqué. Franchement, c'est hyper simple à générer, ça n'est que du texte. Donc comment ça s'utilise côté client? C'est assez simple, vous avez un objet instantiateur en JS qui s'appelle EventSource, vous lui passez l'URL du stream répondant, il va ouvrir ce flux dans la connexion de votre navigateur. Et puis après, vous allez le consommer avec le très fameux Add Event Listener, parce que finalement, c'est jamais que de l'émission d'événements, du Event Emit.
Donc vous allez pouvoir vous plugger sur différents bus. Si vous ne spécifiez pas le mot-clé event et que vous balancez juste de la data, tout tombe dans un bus générique qui s'appelle message. Donc quand vous écoutez sur message, et bien chaque fois qu'il y a un nouvel événement qui tombe, vous récupérez le payload dans event, dans un event.data, et puis vous pouvez exploiter ça. Si jamais vous nommez l'événement, et ben vous vous accrochez sur cet événement. Donc si je fais un event 2.user created, et ben je fais un add event listener sur user created, et puis à partir de là, je consomme encore une fois, et je peux même faire un JSON parse, et puis après chaîner directement l'utilisation de mes propriétés, et je fais ce que je veux avec cette data-là. C'est pas plus compliqué. L'interface se limite à ça, c'est hyper simple. Donc c'est plutôt sympa parce que c'est facile à utiliser, c'est un format qui n'est pas très compliqué à exploiter, qui est assez facile à produire, et qui ne va pas très très loin. Alors là, normalement, si vous suivez un peu sur vos téléphones ce qui se passe, vous avez vu s'afficher différents dieux grecs dans différents thèmes de couleurs, etc. Et là, vous devez tous arriver à peu près à cette image-là. Normalement, c'est celle-là qui doit s'afficher là tout de suite. Donc en gros, qu'est-ce qu'on vient de voir exactement et qu'est-ce qui s'est passé en même temps que je vous parlais sur vos différents téléphones? En fait, il s'est passé plusieurs choses. Parce que oui, Server Sent Event n'est pas un format très compliqué, mais l'idée, c'est de le faire fonctionner dans un contexte de production qui soit quand même à peu près robuste. Donc en gros, j'ai un broker. Ici, un RabbitMQ. Pourquoi? Parce que je l'avais et que c'était simple à utiliser. Donc je ne me suis pas fait chier. Et j'ai utilisé ça, vous pouvez utiliser n'importe quel bus de message que vous avez envie d'utiliser, on s'en fout. Il va falloir un petit serveur qui émet ce fameux stream de Server Sent Events au format Event Stream. Et là, grâce à Goose, je me suis mis à faire du bun. Parce que, en fait, je voulais faire du JS, parce que comme ça, j'avais pas 50 technos à mixer. Je rappelle qu'à la fin, on veut produire du texte, hein, donc c'est pas non plus hyper compliqué. Et je voulais pas me faire chier à faire un serveur Node dans lequel je mettais des dépendances avec des machins, etc. Bref, je voulais juste un truc que je pose et qui se lance. J'aurais pu faire du Rust, j'aurais pu faire du Go, j'aurais pu faire ce qu'on veut. Bon, Bun, c'était pratique, ça me permettait de rester en JS. Donc en gros, Bun est pas mal, il vient avec un serveur HTTP tout bête, BunServe. Ça me permet de déclarer une route, /stream, et là où c'est assez magique, c'est que je vais pouvoir déclarer les bons headers qui vont bien, donc notamment désactiver le cache, parce que je pousse un flux d'événements, donc si le flux pouvait ne pas être caché, ça serait pas mal. Et puis je déclare donc juste cette route, et je lui déclare un format qui est le format text event stream, qui est le format attendu côté client pour être sûr qu'il consomme le bon format. Et après, je vais pouvoir créer une réponse, et Bun a la bonne idée de venir en plus avec un type qui s'appelle Readable Stream, qui est en fait un flux permanent de données dans lequel je peux pousser du contenu en asynchrone. Donc en fait, à partir de là, je vais récupérer un élément et puis je vais venir cracher régulièrement les événements que je veux à l'intérieur. Il va falloir que je puisse le consommer aussi côté client, parce que c'est bien beau de pouvoir produire ça, mais bon, du coup, côté client, comment ça se passe? Je peux faire simple, mais je vais faire compliqué, parce que j'aime bien. Je vais déjà utiliser un service worker. Pourquoi? Parce que pour mémoire, votre flux principal, votre thread principal JS, en fait, votre machine virtuelle JS dans votre navigateur, elle est monothread. Donc oui, c'est une boucle d'événements, donc oui, vous pouvez avoir une forme d'insynchronicité, mais en fonction de ce que vous allez balancer, si jamais vous avez un fort traitement à faire sur vos payloads ou quoi, ça peut valoir le coup de déporter ça dans un autre thread. Et déporter ça dans un autre thread, ça s'appelle faire des web workers. Alors pourquoi un service worker plutôt qu'un web worker? Parce que vous allez voir, je vais utiliser des petites API un peu rigolotes et elles sont nativement plutôt supportées dans un service worker que dans un web worker. Mais ça va amener d'autres problèmes. En tout cas, voilà, il y a un petit service worker qui est là pour être sûr de ne pas bloquer lui si jamais j'ai un souci de traitement ou quoi. Je vais avoir une petite interface réactive, en gros, pour gérer ça. Alors, c'est pas du React ou du Vue ou du Svelte, tout ce que vous voulez. Mais c'est un petit machin qui respecte un peu les mêmes paradigmes, donc qui réagit à des modifications de state, en gros. Et puis tout ça, ça m'amène à faire un design un peu functional reactive programming, quoi. En gros, j'ai un état, je modifie cet état, et puis après, ruissellement, tax Zuckman, tout ça, ça se met à jour tout seul. Et puis j'ai pas à me soucier de quoi que ce soit. Ça veut dire qu'en gros, j'ai un service worker, et dans service worker, je vais m'accrocher sur les messages qui viennent de mon event stream.
Et puis, je la refais, pardon. Dans mon thread principal, je vais m'accrocher sur des messages qui remontent de mon service worker, c'était dans ce sens-là plutôt, et puis je vais réagir. Et en fait, ce que mon service worker va pousser, c'est un nouvel état de ma machine à état. Je vais mettre à jour cette machine à état côté thread principal dans ma main interface, et ça va cascader, ça va mettre à jour toute mon interface là-dessus. Et puis côté service worker, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais déjà préparer de quoi pousser les messages vers mon main, mon thread principal. Dans ce cas-là, eh ben, il y a une petite astuce où je vais utiliser plusieurs clients, donc je vais récupérer tous les clients qui vont être connectés à ce service worker. Ça a son importance pour un peu plus tard, donc gardez ça en tête. Je joue avec tous les clients qui utilisent le service worker et pas juste un client, pas juste une fenêtre. Et sur tous ces clients, donc tous ces threads principaux, je vais post message, donc qui est toujours la même interface hein, dans le browser, c'est assez simple pour émettre des événements. Donc je vais pousser le message côté thread principal et puis ça sera récupéré et ça sera joué de l'autre côté. Et donc une fois que ça c'est prêt, ce post message, je vais pouvoir l'utiliser ailleurs, je vais l'utiliser à l'intérieur de mon service worker, dans une fonction notify par exemple. Et cette fonction notify, elle va s'appuyer sur mon stream event stream. Et quand je vais récupérer un message de type ping par exemple, et bah, je renvoie un type de notification. Ce type de notification, en fait, bah, ça met à jour mon état, ça pousse ça vers le thread principal, et ainsi de suite, on joue la boucle dans l'autre sens. Ça, c'est l'idée côté service worker de comment ça marche et comment ça s'accroche sur l'event stream. Donc c'est le service worker qui maintient la connexion vers le serveur et qui fait les remontées d'état après côté interface principale. Ça, c'est pour la partie client. Mais j'ai mon serveur qui est prêt à pousser des événements, j'ai mon client qui est prêt à manger des événements, mais ces événements, il faut que je les crée, il faut que je les pousse. Alors comment ça se passe? Et bien ça, c'est un deck de slides fait avec SlideDev, qui est un truc en web pour faire des interfaces de slides. Vous en avez plein d'autres hein, qui permettent de faire ça. Moi j'utilise celui-là parce que ça fait des années que je m'en sers et que je l'aime bien. Et j'ai créé un petit composant custom qui s'appelle PostMessage, qui prend un type. Et donc par exemple, là je lui dis, tiens, bah, dans cette slide-là, poste un message, et le type du message c'est tu mets à jour le personnage. Et donc qu'est-ce qui se passe dans ce composant? Et bien, ce composant en fait il va se brancher sur mon broker RabbitMQ, il va poster le message en question, à savoir, bah tiens, tu fais l'update de personnage, tiens, et donc à partir de là, ça va cascader depuis le broker. Donc en gros, quand j'appuie sur mon bouton avec ma petite zapette, j'ouvre une slide. Si dans cette slide, j'ai un post message, je poste ça sur un broker. Le broker RabbitMQ, il est consommé par le serveur Bun qui produit l'event stream associé. L'event stream, il est consommé directement par vos devices, tous vos devices qui sont branchés dessus. Ils reçoivent tous l'événement et ils réagissent à cet événement. Mais à jour le personnage. Et donc, il va sélectionner un personnage, il va sélectionner un thème, il va mettre à jour le personnage et hop, on passe à l'étape d'après. Alors je ne l'ai pas fait sur toutes les slides, mais sur certaines slides, ça déclenche des choses. Alors ok, c'est rigolo. La question maintenant, c'est, partant de là, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Parce que ok, pour le moment, je pousse du texte dans un navigateur et ça s'arrête là. Hein, je ne fais pas beaucoup plus que ça. Donc qu'est-ce qu'on peut imaginer faire avec ça finalement? Bah, déjà, vous pouvez pousser de la notif. Donc là, par exemple, j'ai fait des petits toasters qui sont censés apparaître sur vos téléphones en même temps. Mais en gros, l'avantage de ça, c'est que ça veut dire que j'ai plus besoin de push API. J'ai plus besoin d'un serveur de push, de notification, potentiellement utilisé par Apple ou par Google, en tout cas maintenu par Apple ou par Google, etc. Je peux avoir ma propre stack pour pusher des notifs sans avoir besoin de passer par un service tiers. D'où l'intérêt de passer par un service worker. Parce que par exemple, si je veux pouvoir utiliser la Notification API, qui est une API native pour pouvoir popper de la notification dans vos applications web, notamment de la PWA, et si je veux utiliser ça, idéalement, elle s'utilise plutôt dans un service worker. Mais généralement, elle s'utilise avec des push serveurs qui sont conçus exprès pour ça, etc. Ce qui n'est pas mon cas ici. Donc, ça va m'amener à un tout petit problème, c'est que si je veux utiliser la Notification API, ce que je n'ai pas fait là dans cette démo, mais en fait, parce que sinon je ne la verrai pas apparaître sur mon côté, ça n'apparaîtrait que si vous installez l'app en PWA. Mais si vous voulez utiliser la Notification API qui, donc, par mémoire, permet d'avoir des notifications natives sur vos devices, il faut passer par ce fameux service worker. Et le problème d'un service worker, c'est que quand vous l'instanciez, il démarre, il va se greffer sur 3-4 événements. Tiens, j'ai un flux réseau, tiens, je viens de démarrer, tiens, voilà, il y en a 3-4 et basta, ça s'arrête là. Puis après, il meurt. Et il est mis en gros en
veille dans votre navigateur. Il est existant, il tourne en tâche de fond, donc il est décorrélé du thread principal. Vous pouvez fermer la fenêtre, normalement il peut toujours essayer de vivre, mais il ne va plus forcément réagir à des actions. Moi j'ai besoin qu'il continue de réagir quand il consomme des choses. Donc il va falloir avoir une petite astuce qui consiste à faire un keep alive du service worker. Le keep alive du service worker, comment ça marche? C'est de la bidouille, mais si vous avez besoin, ça fonctionne. Donc je vous donne l'astuce, elle est là, c'est cadeau. En gros, vous avez une petite fonction de keep alive que j'ai créée qui en gros écoute un message provenant d'un thread qui consommerait ça. Donc ça peut être un thread dans une fenêtre principale, un truc comme ça. Et elle va se lancer quand vous activez votre service worker, et dans le thread principal, on va balancer un ping toutes les 10 secondes pour empêcher le service worker de mourir. Ok, c'est pas clean, parce que si à un moment on a mis un timeout sur le service worker, c'est qu'il y a une bonne raison, mais si vous avez besoin de bypasser ça, ça juste marche. Donc vous pouvez le faire, ça fonctionne. Et notamment c'est très pratique parce que ça me permet du coup de maintenir mon service worker up, et donc il continue de consommer mon event stream sans jamais s'arrêter, parce que sinon au bout d'un moment, il s'arrête et je reçois plus j'ai plus de consommation des messages. Il y a un moyen de contourner ça, et c'est pour ça que je vous parlais de tous les clients. C'est un truc qui s'appelle Shared Workers. Donc les Shared Workers, c'est un truc qui est en train d'arriver, qui n'est pas supporté encore sur Chrome pour Android, donc je ne l'ai pas utilisé là. Mais l'idée du Shared Worker, c'est que c'est un web worker qui peut être consommé par plusieurs threads principaux, plusieurs fenêtres, et pas juste une seule fenêtre. Parce que le principe du web worker, c'est un thread principal, n web worker rattaché à ce thread principal, et c'est tout. Et là, vous avez un web worker utilisable par plein de threads différents. Donc l'avantage, c'est que quand vous faites du multi-client, du multi-fenêtrage, du multi-device, etc., vous avez la possibilité, depuis ce shared worker, d'aller pinguer tous les clients consommant le web worker et de leur balancer un message, et de streamer des messages comme ça de façon multithreadée. L'avantage de faire ça, c'est qu'il n'a pas le même cycle de vie du service worker, donc là, à partir du moment où lui il consomme un event stream, il ne meurt pas, et donc vous n'avez plus besoin de la bidouille du keep alive. Dès que c'est dispo, faites-le, en attendant, voilà, il faut bidouiller. Mais ça marche, et je m'éloigne un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec nos fameux serveurs sent events? On peut imaginer d'autres choses, on peut imaginer notamment de la mise à jour en temps réel. Et c'est pour ce truc-là, principalement, que je le trouve vraiment efficace. Pousser de la donnée depuis le serveur vers le client, bon, il faut trouver des trucs à consommer, pousser juste du texte, l'usage est un peu limité. En revanche, si ce que vous avez besoin, c'est par exemple de mettre à jour des dashboards en temps réel, de mettre à jour des affichages en gare en temps réel, de mettre à jour des flux d'informations, du live monitoring, ce genre de choses, là c'est hyper intéressant parce que vous pouvez pousser du payload, donc vous pouvez pousser des JSON complexes qui vont être consommés, mangés correctement par votre interface, et donc là on retombe vraiment dans un design type Functional Reactive Programming où vous poussez en continu de l'info, votre interface se met à jour, votre state même se met à jour de façon asynchrone, et ça remet à jour tout le système. Là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez aussi faire des private updates. Donc vous pouvez faire en sorte que vous poussez de façon générique tout un flux, mais il n'est consommé que par certains clients. Et pour ça, vous avez une techno qui est top, qui s'appelle JSON Web Encryption, qui s'appuie sur les JSON Web Tokens. En gros, l'idée, ça va être de chiffrer le payload pour certains clients uniquement. Et vous pouvez utiliser un event client 2 points et vous lui passez un UID qui correspond à l'UID du client ou des clients qui vont avoir besoin de consommer ce flux. Donc en gros, comment ça marche? Je vous la fais simple. Côté serveur, vous allez d'abord authentifier vos clients. Donc vous allez vous maintenir une liste de vos clients disponibles. Votre client, il va faire une authentification avec un JSON Web Token dans lequel il va passer son ID. Ah, je m'appelle machin. Ok, vous stockez le machin, vous stockez la clé publique qui va avec. Ce qui est le concept. Donc en gros, comment ça va se passer? Vous allez récupérer une clé côté serveur. Vous allez récupérer un payload depuis le JSON Web Token. Et dans ce JSON Web Token, vous allez récupérer, depuis ce qui est extrait dans le payload, un UID qui correspond à votre client et une clé publique qui va être envoyée par votre client. Le client vous dit ah, je m'appelle Jean-Pierre, voilà ma clé, démerde-toi après quand tu as besoin de m'envoyer des infos. Et donc ça va être stocké dans votre map d'utilisateur. Et après, quand vous avez besoin d'envoyer des infos, et ben vous avez votre serveur bun, ou whatever, mais bon, là, on est dans du bun, avec un event emitter qui va écouter à un moment où vous avez un message à envoyer pour pouvoir nourrir votre flux d'événements, avec le send event on par exemple, qui est donc un event emitter.
Et quand vous avez un message à envoyer à un utilisateur, vous appelez votre petite fonction en lui disant voilà, j'ai ce message à faire passer à telle personne, voilà le message en question, voilà le payload. Comment ça marche? Et ben, vous allez faire un chiffrement de ce payload, vous allez stringifier votre payload, l'encoder avec la clé de chiffrement qui est récupérée dans votre map de client avec la clé publique. Donc vous savez que Jean-Pierre il a telle clé, c'est dans votre map, vous utilisez la clé, vous chiffrez le payload, vous l'avez, et une fois que vous avez ça, bah, vous avez juste à produire ce fameux bloc event client, l'UID de mon client, et le payload qui a été chiffré, qui se construit, et vous envoyez ça. Quand vous envoyez un truc comme ça, tous les clients le reçoivent. Si votre app est bien conçue, bah, il n'y a que ceux qui disent bah, moi j'écoute que les événements clients de mon UID qui vont réagir. Et quand ils vont réagir, de toute façon, même si les autres voulaient essayer de le lire, le payload est chiffré, donc il n'y a que le client qui a la clé qui va pouvoir le déchiffrer et pouvoir exploiter son payload. Ça vous permet de pousser de l'info en temps réel vers plusieurs clients, de broadcaster en gros des updates, mais qu'elles ne puissent être consommées que par un subset de clients. Pour des questions de rôle, pour des questions d'accessibilité, pour des questions de permission, de airbag, ce que vous voulez. En tout cas, voilà, c'est possible, on peut le faire, et c'est même extrêmement efficace et hyper simple à mettre en place. À quoi ça peut servir aussi? Ça peut servir à faire de la synchronisation d'assets. Je travaille notamment sur des problématiques de streaming, et des problématiques de streaming sur du multiflux. Typiquement, j'ai une vidéo, et j'ai une vidéo avec une interprétation LSF en même temps, qui doit être synchronisée sur la vidéo principale, fatalement, ou des flux de sous-titres, qui sont des flux de texte qui doivent être consommés en même temps. Avoir une synchronisation qui se gère sur plusieurs assets, quand on ne sait pas exactement à quel moment ils sont chargés, à quel moment ils sont lancés, etc., c'est un enfer. Avec du Server Sent Event, vous pouvez charger les assets dans votre client, les avoir préparés, vous lancez la lecture, et régulièrement, via le Server Sent Event, vous balancez un timestamp en disant là, tous les flux, ils doivent être à tel timestamp. Et vous réajustez les têtes de lecture en temps réel. Et comme ça, vous êtes sûr que vous ne perdez jamais la synchronicité entre les flux de lecture. Et vous pouvez le broadcaster sur du multi-device, et vous pouvez faire ça avec plein de jeux de cette vidéo, ou des boards de surveillance de caméras sur IP, de trucs comme ça vous permet de synchroniser des flux. C'est hyper efficace, y compris sur du multistream, ça marche très très bien. Et on peut imaginer encore plein d'autres cas d'usage. Vous pouvez même faire du remote control. C'est-à-dire que là, par exemple, normalement, j'ai redémarré votre appli sur tous vos téléphones d'un seul coup. Boom, you've been restarted. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En gros, j'ai juste envoyé un message, et ce message contenait une instruction. Cette instruction, elle a été interprétée côté client. En gros, c'est comme du gRPC, mais browser native. J'ai préparé un service côté client, qui est un service qui dit, là, quand tu reçois cette instruction-là, tu redémarres. Tu rafraîchis la page, en gros, mais tu relances l'application. Ce callback, il est préparé client-side, il est prêt à en prendre des payloads, manger des payloads, etc. J'ai préparé l'appel côté serveur. Je sais que j'ai juste une instruction à envoyer dans le flux. Et puis comment je le trigger? J'envoie le send event et il est directement consommé côté client. Donc ça veut dire que si mon client est prêt à recevoir des sets de commandes, ce qui est exactement le principe de RPC, ni plus ni loin, et vous pouvez vraiment faire du remote control des différents devices, parce qu'il vous suffit d'envoyer des actions. Donc ce n'est pas juste envoyer du texte mis à jour, vous pouvez envoyer des flux d'informations et des flux de commandes nettement plus aboutis. Et donc ça peut être notamment très pratique quand vous cherchez à faire de l'embarqué et du contrôle d'embarqué. Ça marche hyper bien pour ça aussi. Qu'est-ce qui se passe maintenant en termes de SRE autour de cette techno-là? Est-ce que vous pouvez imaginer? En fait, pas grand-chose, parce que la techno est super résiliente. Elle se reconnecte d'elle-même. Elle est capable de reprendre la consommation du flux là où elle en était. Donc en gros, vous êtes dans le métro, vous avez un flux en temps réel qui tombe, vous perdez le réseau, vous retrouvez le réseau à la station d'après, votre client il se reconnecte, il reprend là où il en était, et c'est reparti, ça se reconsomme tout seul. Donc c'est très compliqué à faire tomber du SSE, parce que c'est un truc qui est ultra robuste et finalement ultra simple. Donc finalement, pourquoi faire du SSE? Parce que c'est super bien supporté partout depuis HTTP 1.1 dans tous les navigateurs et tous les clients web, y compris des clients headless. Donc c'est supporté aussi sur du Node ou du Bun ou des choses comme ça. Donc on peut aussi consommer du SSE sur des apps serveurs, donc en gros sur du headless. C'est disponible dans tous les web workers, quels qu'ils soient, web worker, shell worker, service worker, etc. C'est simple, donc principe de simplicité. Si vous n'avez juste que besoin de pousser des infos en temps réel, c'est suffisant. C'est hyper efficace.
Ça ne mange pas la batterie, contrairement au WebSocket qui est quand même très consommateur, ou contrairement à du polling qui vous fait réinterroger régulièrement le serveur pour avoir des mises à jour. Là, ça bouffe quasiment pas la batterie, donc c'est extrêmement bon pour la mobilité. Ça se reconnecte, on l'a dit, par défaut quand il y a besoin, donc il n'y a même pas besoin de se poser la question de comment je vais le faire, avec quel design, avec quel truc. Donc voilà, c'est juste super simple à utiliser. Et, point bonus, c'est dispo dans plein de frameworks. C'est-à-dire que c'est déjà pas très compliqué à faire de produire du format de texte, mais en plus, c'est pris en compte dans beaucoup de frameworks web qui sont déjà capables d'avoir généralement ou built-in ou via un petit module externe, une extension qui permet de faire du SSE. Donc en plus, vous n'avez même plus à gérer ce truc de j'ouvre un stream readable, etc. C'est juste dedans, vous poussez des infos dedans et ça se fait tout seul, quel que soit votre navigateur. Voilà, je m'appelle Mads, je suis directeur technique chez Zenica, je suis vieux, je vous le disais, et je trouve qu'on ne parle pas assez de cette techno qui est quand même extrêmement puissante et qui est parfois bien suffisante pour ce qu'on cherche à faire. D'où l'enjeu de vous en parler un petit peu aujourd'hui et de vous montrer à quoi ça sert. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis là et merci au Volcamp pour cet accueil et ce temps passé tous ensemble. Il y a une question, il y a une question. Vas-y, vas-y, vas-y. Comment le serveur sait si jamais il y a un client qui se déconnecte et tout, qu'il n'y a pas de polling Il ne le sait pas. En fait, il ne le sait pas. Tout ce que tu peux savoir, c'est quand un client se connecte, parce que en fait, ça ouvre une connexion et ton serveur est capable de détecter la connexion. Non, pardon, je te dis des mensonges. Je reformule. Tu peux le savoir en fonction de ton serveur HTTP, parce que si tu es suffisamment malin, au moment où un client se connecte, tu peux mémoriser qu'il s'est connecté, et en gros, tu peux surveiller que la connexion est toujours ouverte depuis le serveur. En gros, tu vas recevoir un message quand le flux va se couper. Donc si tu es suffisamment malin, tu maintiens une map de tes clients. Il n'y a rien nativement dans le serveur qui le fait pour toi, mais toi, tu peux enregistrer et commissionner et décommissionner les ID des clients au moment où ils arrivent et au moment où ils repartent. C'est un moyen de maintenir le truc. C'est là-dessus que je m'appuie pour afficher au fur et à mesure quand les gens se connectent, tiens, il y a 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. En fait, chaque fois qu'un flux s'ouvre, j'incrémente et quand il se ferme, je décrémente. Du coup, si j'ai bien compris, il n'y a pas moyen d'envoyer un message à une personne précise, c'est forcément du stream à tout le monde. C'est du broadcast uniquement. Exactement. Tu broadcast. Alors après, tu pourrais imaginer, si tu veux vraiment envoyer un flux qu'à une personne ou un groupe de personnes, tu pourrais avoir une URL qui est dédiée et avoir plusieurs streams dédiés. Bon, ça peut se faire. Mais après, sinon, l'astuce, c'est vraiment d'utiliser le mot-clé event et puis d'avoir, comme tu mets ce que tu veux derrière event, tu enregistres un event qui est propre à un groupe, qui est propre à une personne, et après, côté client, ce flux ne sera consommé que par ça. Mais ça veut dire que tout le monde peut potentiellement le lire, juste potentiellement ne pas y réagir. Et si tu veux vraiment de la protection, faut chiffrer le contenu que tu passes, quoi. Et du coup, par exemple, si j'ai 1000 messages à envoyer chaque fois qu'un client se connecte, même si je chiffre et que c'est sécurisé, du coup, niveau flux réseau, ça peut être important éventuellement. Après, il n'y a pas tous les HTTP et compagnie. Ouais, c'est ça. En fait, comme tu n'as pas de renégociation, tu n'as quasiment pas de latence. Donc ça te permet vraiment d'envoyer du flux quasi temps réel et de le bombarder. C'est pas un souci en termes de charge parce que finalement ce que tu envoies, même si tu envoies un très très gros payload, je déconseille d'envoyer une image et un binaire entier, mais même si tu t'envoies un payload un peu important, ça sera à quelques dizaines d'octets, tu vois. Donc en vrai, c'est vite consommé, c'est vite lu, tu peux zipper éventuellement et dézipper côté client si vraiment tu veux compresser le format que tu envoies. En vrai, c'est pas un gros souci. En tout cas, c'est pas un problème de charge. J'ai souvent entendu que les SSE, ils étaient limités en nombre de connexions sur les navigateurs et c'est souvent ce qui fait qu'on ne passe pas à cette solution-là sur le WebSocket. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Alors, c'est plus le cas aujourd'hui. En fait, il y a eu une limitation à une époque sur le nombre de connexions simultanées qu'un client pouvait ouvrir vers un domaine. Donc, en fait, c'est pas tellement côté serveur que ça se joue. Enfin, côté serveur, la limite, ça va être
combien de connexions simultanées ton serveur il est capable de manger. Avec les technos modernes qu'on a, tu peux monter à plusieurs dizaines de milliers de connexions simultanées sur un serveur, il n'y aura pas de souci, tu vois. Donc ça, c'est pas un problème, c'est d'autant moins un problème que en fait, tu maintiens des connexions HTTP ouvertes, mais en fait, elles font rien. Elles sont dormantes, donc elles ne consomment pas de charge, et au moment où tu as besoin de broadcaster un message, si tu as besoin de l'envoyer à 100 000 clients, il n'envoie pas 100 000 messages dans les flux en même temps. Il fait un léger, je sais plus comment on dit, une légère rotation entre les groupes, donc il envoie groupe par groupe, grappe par grappe, ce qui lui permet de tenir la charge. Là, ça dépend de l'implémentation du serveur HTTP, mais généralement c'est ça. Après, la limite qu'il pourrait y avoir, ouais, c'est côté client, que tu sois limité au nombre de connexions vers un même domaine. Mais bon, généralement, quand tu as besoin d'un flux d'événements, l'idéal c'est de tout broadcaster dans le même et après de faire du filtre sur le mot-clé event. Donc tu peux avoir qu'un seul, enfin, idéalement, tu n'ouvres qu'un seul flux. Et ça fait une connexion de plus. Sachant que je crois maintenant, les browsers ont une limitation qui est genre 30 connexions vers le même domaine en simultané, un truc comme ça. Donc en fait, on est large. Et en plus, avec HTTP2, c'est multiplexé, donc cette limite ne s'applique même plus et tout passe dans les mêmes flux. Donc en même temps que des images et des JS qui passent en parallèle dans le truc, quoi. Donc c'est plus un problème. Tu dis que la reconnexion se fait toute seule. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si le serveur démarre? Est-ce que la connexion se perd? Est-ce que tu la refais? Ça, c'est une super question aussi, merci. Et oui, j'ai pas dit ça. Et bah, c'est exactement l'enjeu d'utiliser ce broker RabbitMQ. Parce qu'en fait, je pourrais directement aller envoyer un message à mon serveur qui le relaie et qui le broadcast directement au client. Mais quid si mon serveur se casse la gueule, ça peut toujours arriver après tout, tu vois. Et bah, l'idée de passer par un broker, c'est justement ça, c'est qu'en gros, je stocke du message dans une queue de message qui est après consommé côté serveur. Donc idéalement, dans un monde magique, ça se plante jamais et quand le message arrive sur le broker, il est tout de suite consommé côté serveur et puis il est rediffusé. Et si jamais le serveur tombe, bah, ça s'entasse dans une queue de message et puis la queue, elle est dépilée après par le serveur quand il redémarre et ça renvoie les messages et ça remet à jour, etc. Et côté client, de la même manière, si vous voulez vraiment être malin, en fait, vous mémorisez les N derniers événements envoyés, comme ça, au moment où un client se reconnecte, il reçoit les 50 derniers messages. Et comme il y a les ID, il sait où il en était et il peut reprendre de là. Si ça a du sens, il y a des fois ça n'a pas de sens, ce qu'on veut c'est vraiment du temps réel et pas forcément pousser un historique. Donc c'est là on ne pousse pas l'historique. Mais sinon vous avez moyen de le faire. Et comment on gère la reconnexion côté client? Eh bah t'as pas à le faire, c'est natif. En gros, le browser il va ouvrir le flux, et c'est ça qui est génial aussi avec le SSE, c'est que le browser il ouvre le flux vers le stream, il le maintient ouvert, si pour une raison X ou Y il perd la connexion, il perd le réseau, et ben de lui-même il essaie de se reconnecter et il reprend la lecture du flux. Il n'y a absolument rien à gérer. Ce qui n'est pas le cas en WebSocket. WebSocket c'est à toi d'implémenter le try and fail et de faire le retry à la main. Et du coup, tu as la même chose si tu as un web 5 par exemple, tu dois reprendre ou là tu as vraiment de réinitialisation. Si tu as vraiment une rechargement, enfin, tu vois, entre une déconnexion par rapport à du réseau ou un rechargement de la page. Rechargement de la page, même concept. Enfin, en gros, si tu ouvres ta page, si tu ouvres le flux SSE au moment où ta page se lance, dans ton cycle de vie, tu vois, quand ton DOM est chargé, blablabla, et bah de la même façon, il va reprendre le flux où il en était, et relire le flux où il en était, et rejouer les derniers événements, et ainsi de suite. Donc tu peux rester, couper ta connexion pendant 8 jours, rouvrir ta connexion. Si toi, côté serveur, tu lui sers suffisamment d'historique, il reprendra de là où il en était, il continuera de jouer là où il en était. Tout au fond là-bas. Est-ce qu'on n'a pas un risque de surconsommation de data? J'ai 2000 visiteurs simultanés en même temps. J'essaye de communiquer juste à un parce que je vais faire recharger une page. Donc les 2000 reçoivent la donnée. Nous on est d'accord, on consomme donc 2000 fois la data qu'on envoie en termes de facturation avec les hébergeurs. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup de consommation en termes de données? Alors oui, effectivement, tu vas envoyer ça à 2000 personnes en simultané. Est-ce que ça a un impact fort sur ta facture? Honnêtement, il faudrait mesurer, j'en sais rien. Ça dépend du volume de données que tu envoies, c'est toujours pareil, parce que comme tu es facturé au volume, de toute façon. Donc, ouais, si tu envoies des très gros payloads,
Il y a peut-être un petit coup de FinOps à faire pour se dire, bon, peut-être que là, pour le coup, ça vaut le coup d'avoir des streams séparés pour des groupes d'utilisateurs ou des trucs comme ça. Mais ouais, faudrait regarder. Là, pour le coup, je dirais au cas par cas. Mais oui, dans les faits, je suis d'accord avec toi, tu t'envoies la même donnée 2000 fois. Ouais. Et du coup, tu parlais tout à l'heure du chiffrement avec JWT. Ça veut dire que si on a par exemple 1000 clients qui sont connectés sur lesquels on veut chiffrer les données, on va devoir envoyer 1000 événements différents pour potentiellement des données similaires. Alors, On veut chiffrer avec chaque clé de chaque client. oui et non. Ça va dépendre comment tu utilises le JSON Mode Encryption. En fait, il y a un format. euh, le format qu'on utilise le plus souvent quand tu fais du JWI, c'est de faire un chiffrement compact. Donc en gros, tu as un payload que tu chiffres avec une clé utilisateur et t'envoies ça. Et en fait, ça, c'est une dérivation du mode nominal. Et le mode nominal, tu peux ajouter plusieurs destinataires dans ton même chiffrement. Donc en fait, tu vas pouvoir chiffrer avec plusieurs clés un même message, ce qui va te faire effectivement un payload un peu plus épais à la fin. Mais il y a un système de compression qui fait que finalement, ça fait plus, mais pas beaucoup plus. Et ça veut dire que les destinataires à la fin, uniquement ceux qui auront les clés qui auront été enregistrées sur le payload pourront déchiffrer le message. Et donc ça permet de faire un seul tir groupé. Mais on peut faire ça. C'est grosso modo ce qu'utilise WhatsApp quand on fait des conversations de groupe chiffrées, quoi. Et ben voilà, c'était top. Merci beaucoup.